Dominique Bajeux, maintenant, qui est à côté de moi, qui vient des systèmes aérospatiaux. Et alors, évidemment, il y a la question donc de lien entre l'aéronautique et l'aérospatiale et la question de l'hydrogène. Alors, quelqu'un va dire il s'agit simplement de transposer aux avions ce qu'on fait dans les fusées. Et ça peut se faire en l'espace de 10 ans. Bon, ça paraît très sympathique. D'autres se disent, mais vous n'imaginez pas les difficultés inhérentes à l'hydrogène. Alors, quel serait votre point de vue à vous concernant l'hydrogène appliqué aux aéronefs, connaissant les difficultés que vous connaissez, il s'agit d'arriver à un aéronef qui transporte des passagers, donc avec des différents niveaux de sécurité, des aéronefs qui voleraient plus de 10 heures par jour, avec des opérations régulières à réaliser. Je ne veux pas vous parler de technologie à inventer, je ne veux pas vous parler de recherche, je ne veux pas vous parler d'adaptation à l'avion. Je vais surtout vous parler en fait des contraintes auxquelles le système Ariane 5 doit faire face dès lors qu'il décide d'utiliser l'hydrogène liquide. Pour revenir un peu aux fondamentaux, on n'a pas décidé d'utiliser ce type d'ergol cryotechnique pour des raisons de maîtrise de l'environnement. C'est d'abord pour des raisons d'efficacité énergétique. Donc l'hydrogène liquide sur un lanceur, en fait, c'est ce qui permet d'avoir la plus grande vitesse d'éjection sur un moteur supposé fonctionner. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on peut l'utiliser, quand on peut l'embarquer, quand on peut le maîtriser, eh bien, en fait, on l'utilise. C'est ce qui a été décidé il y a très longtemps maintenant sur le système Ariane. Côté américain, c'est à peu près la même chose. Donc, l'hydrogène liquide est d'abord un choix d'efficacité énergétique qui permet en gros donc d'optimiser la capacité à embarquer d'une masse en orbite, faire en sorte qu'elle ne retombe pas, donc en lui donnant une certaine vitesse. Donc à partir du moment où on a choisi cet hydrogène liquide pour des raisons d'efficacité énergétique, mais il faut après subir ou accepter ou contraindre ou dominer en fait les constantes physiques qu'elle impose. La première chose, c'est la masse volumique très faible. Donc l'hydrogène liquide, étant de masse volumique très faible, fait que dès lors qu'on veut l'embarquer, il faut du volume. Bon. Si on prend un lanceur comme Ariane, d'ailleurs c'était un peu vrai pour la navette américaine également d'ailleurs, en fait on prend une contrainte qui est simplement de pouvoir embarquer des charges utiles d'une certaine taille. Donc on arrive très rapidement à un diamètre de 5 mètres. Mais ensuite, la question qui se pose, c'est comment embarquer la quantité d'hydrogène. Et bien, on s'aperçoit que les 2/3 de la hauteur du lanceur sont uniquement dédiés à la capacité d'embarquer l'hydrogène nécessaire, l'hydrogène liquide nécessaire. Donc, par exemple, sur le premier étage qui fait 30 mètres de haut, c'est un réservoir complètement équipé. Donc, ça veut dire que la géométrie de l'ensemble, en fait, est très fortement conditionnée par la capacité d'emport de l'hydrogène et puis le volume qu'elle exige par rapport à la performance du lanceur. Une particularité que les avions n'ont pas, c'est que sur les lanceurs, on embarque nous-mêmes notre oxygène liquide, puisqu'en fait, c'est un moteur fusée, et donc on embarque l'oxygène. L'oxygène est beaucoup plus lourd, mais en fait, prend beaucoup moins de place. On a généralement des rapports de mélange de 5 à 6 entre l'oxygène et l'hydrogène, et on doit en fait mettre l'oxygène là où on peut, en fait, de telle manière qu'on n'augmente pas encore la taille du lanceur. Donc ça montre simplement que c'est la masse volumique qui est déjà un premier problème d'aménagement, de conception du lanceur dans son ensemble. La deuxième contrainte, c'est les 20 eureka. Donc il est clair qu'à partir du moment où on transporte de l'hydrogène à 20 eureka, il faut que dans son utilisation finale, on parlait tout à l'heure, pour un avion en fait de voler pendant 10 heures, donc il faut qu'à la 10e heure, les capacités thermodynamiques de l'ergol en fait soient préservées. Bon, sur un lanceur, on n'a pas 10 heures, on a 1 heure au maximum. Et donc, il faut faire en sorte que lorsque les dernières gouttes d'hydrogène liquide seront consommées par le moteur, la température soit encore de 20 eureka. Et c'est très sensible. Il suffit de quelques dixièmes de degrés d'élévation de température pour qu'on mette le moteur en question. On peut très rapidement, par des phénomènes de survitesse, par des phénomènes de cavitation de pompe, on peut très rapidement détruire le moteur. Donc ça aussi, pour un avion qui va durer 10 heures, qui va se poser, ça suppose quand même que le moteur ne soit pas abîmé. Donc en fait, l'hydrogène a cette caractéristique, la maîtrise de la température de consommation de cet hydrogène.
Il y a un autre phénomène qui est difficile à gérer, et qu'on arrive à gérer maintenant sur les lanceurs, c'est le remplissage. Quelle est la quantité d'ergols qu'on a pu embarquer? Cette quantité d'ergols qu'on embarque, en fait, elle impacte directement la mission. C'est dommage, en fait, d'embarquer de l'hydrogène liquide qui ne servira à rien. Donc, en fait, il y a une optimisation entre le moteur, la quantité d'hydrogène liquide, oxygène liquide aussi d'ailleurs, qu'il faut embarquer de telle manière que la mission, c'est-à-dire que le point visé avec la vitesse requise par la masse des satellites, soit obtenu au moment où on est quasiment en épuisement d'hydrogène ou d'oxygène. Or, un moteur qui épuiserait l'hydrogène explose. Là, c'est aussi une autre caractéristique. L'hydrogène liquide est tellement volatile que là aussi, on a le même problème que de température, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'épuiser un moteur, donc de constater l'extinction du moteur simplement parce qu'il n'y a plus d'hydrogène. Donc il faut être capable de maîtriser des niveaux liquides dans les réservoirs de telle manière que, en fait, on anticipe l'arrêt du moteur de telle manière qu'on ne soit pas en épuisement. Alors, c'est facile à dire comme ça. Le problème simplement, c'est que dans cet environnement qui vibre, avec des chocs, avec des échanges thermiques importants par l'extérieur, par l'intérieur également, en fait, le liquide a naturellement tendance à se gazéifier. Et puis, donc, on se retrouve en haut du réservoir avec une espèce de mélange diphasique entre du liquide et du gaz. Et pour déterminer le bon niveau, celui qui va nous permettre d'arrêter à coup sûr en fait, la propulsion, il faut mettre en place toute une série d'instrumentations très particulières et dont la fiabilité joue directement sur la mission. Donc j'imagine aussi un avion pour lequel, effectivement, il doit faire 10 heures de vol, se poser à New York. Il faut être capable de vérifier qu'on a embarqué la bonne quantité d'ergols. La bonne quantité d'ergols résiduelle, c'est toujours le problème de la température. L'autre difficulté qu'on a résolue donc sur le système Ariane, c'est le problème en fait tout bête des étanchéités et de la pollution. L'hydrogène en fait liquide se transforme naturellement en gaz, et cet hydrogène qui se transforme en gaz, en fait par rapport à tous les autres gaz, en fait il y a une particularité, c'est que il passe partout. Un circuit fluide, un moteur qui est étanche à l'azote, en fait ne le sera pas forcément à l'hydrogène. Donc la maîtrise de la fabrication récurrente en fait, de circuits fluides, de réservoirs, de moteurs en hydrogène liquide est un problème difficile. Difficile pour faire des premiers spécimens. On apprend les technologies de soudage, des technologies d'ajustage de lignes, mais il faut ensuite le garantir en production. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Partant du principe simplement qu'on peut demander à l'industriel en Europe de fabriquer une vanne qui va fonctionner à l'hydrogène liquide, mais chez lui, il aura beaucoup de mal à pouvoir la tester en hydrogène liquide, puisque de toute façon, les conditions de sécurité sont telles que, en fait, il va trouver un gaz équivalent, il va trouver des comparaisons possibles avec d'autres gaz pour pouvoir tester le fait que sa vanne, que son produit soit réellement étanche. Et puis, donc, on découvrira peut-être, ça nous est arrivé, qu'en Guyane, au moment où on est vraiment en hydrogène liquide, le problème, il n'était pas réglé. Et l'autre problème qui existe avec cet hydrogène liquide, c'est la pollution. Quand on a un circuit fluide, donc un réservoir comme celui d'Ariane, en fait, il est évident que lorsqu'on va le remplir, on va devoir d'abord l'assainir, on va d'abord le nettoyer, on va devoir lui enlever toutes les impuretés. Donc ça, ce sont des procédés relativement classiques, mais avant le remplissage proprement dit, il faut lui enlever tous les gaz qui ont la désagréable habitude de se solidifier, de se liquéfier, de se solidifier quand l'hydrogène liquide va arriver, et en particulier la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un drame pour l'hydrogène liquide, puisqu'il faut l'enlever. La moindre trace d'humidité se traduit par des paillettes, par un givrage, qui va directement obstruer tous les obstacles qui se présentent sur une canalisation, les coudes, les filtres, bien évidemment, les entrées de vannes, qui vont faire que, en l'occurrence, le système va très rapidement être tout simplement bouché. Donc, pour enlever cette eau, il faut commencer avant un remplissage, à s'amuser à balayer, ce qu'on appelle des balayages. On commence par de l'azote pour enlever justement les traces d'humidité. Et puis, toujours, il faut terminer par de l'hélium. Si bien que le problème de fond que l'on a aussi sur l'hydrogène liquide sur un lanceur, c'est qu'il faut consommer beaucoup d'hélium simplement pour assainir les circuits.
Dernier point qui est intéressant de savoir, c'est que en fait tous ces processus bord, maîtrise de la température, maîtrise en fait de la pollution, eh bien en fait on les a au sol, puisqu'en fait il y a une continuité entre le sol et le bord, et donc l'ensemble fait que la séparation est compliquée et tout le sol est contraint aussi bien pour des contraintes des problèmes de sécurité du personnel, d'accès du personnel, eh bien par en fait ces problèmes de température et ces problèmes de pollution. Merci beaucoup. Vous avez énuméré toute une série de problèmes, mais vous considérez donc que ce sont des choses qu'on peut résoudre par les technologies? Je crois qu'effectivement, les technologies qui ont été mises en place sur Ariane, sur un lanceur spatial, en l'occurrence, sont des technologies qui, à la base, sont potentiellement utilisables dans d'autres domaines. Il ne faut pas se tromper sur le problème du cycle de vie. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais d'1 heure pour un lanceur, 10 heures pour un avion, mais le problème de l'avion, c'est qu'il est utilisé quand même pendant 15 ans, alors qu'un lanceur n'est pas réutilisé pour le moment. Et l'autre aspect, c'est que effectivement, c'est un problème de production. C'est-à-dire, en fait, il faut que les technologies qu'on va mettre en place soient facilement contrôlables, facilement mises en œuvre, pour qu'effectivement, ce soit raisonnable au niveau de l'exploitation opérationnelle pendant plusieurs années. Donc, il y a des tas de technologies qui potentiellement existent. Les équations en fait de la physique classique sont suffisantes aujourd'hui, mais par contre, il ne faut pas se tromper sur l'usage opérationnel et sur la manière dont on va mettre en œuvre tout ça. Merci pour cet aperçu.